Ce soir, la tête de liste des écologistes, Marie Toussaint. Bonsoir. Bienvenue. Je vous en prie. Très bien, merci. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Marie Toussaint, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Et cette photo d'Emmanuel Macron, quand vous l'avez vu, vous vous êtes dit quoi? Bah d'abord, je l'ai découvert avec vous. Je sais pas comment j'étais passée à côté. Ah bon? Ouais. Ah, c'est ouais. vrai? Bah oui. Ah, ça fait 48 heures qu'elle tourne. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'abord, on est quand même dans un moment un peu particulier où Emmanuel Macron, je pense qu'on en parlera, mais nous dit qu'il faut absolument envoyer des troupes au sol, puis on le voit en posture de boxe. Donc je crois que ça affiche bien un moment. Il se veut l'homme combatif qui va voilà, aller se battre contre les méchants. Je crois que votre chronique était parfaite. Voilà, on est revenu dans le cadre de l'homme vert. Donc bon, peut-être qu'on peut être sérieux. Alors, vous avez 36 ans, Marie Toussaint, vous êtes née à Lille, vous avez grandi à Bordeaux, vous êtes juriste, eurodéputé depuis 2019, tête de liste des écologistes pour les prochaines élections européennes, à l'origine de l'affaire du siècle qui a déclenché la condamnation de la France pour inaction climatique en 2021, ultra respectée dans les réseaux militants, mais ultra inconnue du grand public. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bah, vous venez de le faire, mais déjà... Ah, je n'ai pas dit beaucoup. J'ai oublié plein de trucs. C'est vrai, merci de le reconnaître. Non, mais déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être sur votre plateau. Voilà. Bah, oui, je suis juriste. Je mène des combats pour la justice, des combats pour le vivant, des combats pour le climat. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est de défendre l'égale dignité de tous dans un monde qui est en train malheureusement de se détruire. Donc je le fais... Mais vous, d'abord, j'aimerais savoir qui vous êtes. Mais vous l'avez dit, je suis Marie Toussaint, j'ai 36 ans, je suis née à Lille, j'ai grandi à Bordeaux. Et vous êtes militante depuis très tôt. Je suis militante depuis très tôt. Très tôt. Ben non, mais alors si vous voulez que je vous raconte tout, puisque apparemment on est là pour ça. Je suis fille de volontaire à TD Quart Monde. Voilà, vous savez ce que c'est ATD Quart Monde? Oui, c'est une asso. Une association, Oui. une association de lutte contre la pauvreté à travers les droits. Alors, du coup, je suis juriste, donc on voit le lien. C'est une association qui considère qu'il faut dépasser la question de la charité pour lutter contre la pauvreté, mais au contraire, créer des outils pour que les gens puissent défendre eux-mêmes leurs droits et donc se battre en étant debout. Voilà. Et donc j'ai grandi avec mes parents auprès de familles en situation de précarité, donc d'abord à Lille, puis à Bordeaux, puis en région parisienne. Ça a marqué mon histoire, ça guide tout mon engagement aujourd'hui et je continue chaque jour à porter ce combat, mes souvenirs d'enfant, mais aussi à continuer à construire avec des personnes en situation de grande précarité. Et donc je leur dis, ma volonté, mon combat, c'est de construire un monde où la dignité de toutes et tous serait respectée, donc en tenant compte nécessairement de la finitude de la planète. Et à quel moment vous êtes engagée en politique? À quel âge? Alors j'ai pris ma carte à 18 ans. Parce que je m'étais... Eh oui, ma carte chez les Verts. Direct, vous n'avez pas bougé. Direct. Mais je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je m'étais dit, il faut attendre 18 ans, parce que 18 ans, c'est l'âge de raison. En tout cas, le monde des adultes nous dit que c'est l'âge à partir duquel on est intelligent. Donc, je vais attendre 18 ans. Bon, si j'avais pris ma carte à 16 ans, ça aurait été la même. Mais voilà, parce que à un moment toute jeune, enfant, j'ai vu une planète sur la télé. Voilà. Bon, certainement dans une campagne électorale et certainement en clip des Verts, j'imagine. Mais je me souviens d'avoir vu cette planète et de m'être dit, mais en fait, cette bataille contre la pauvreté, on ne pourra pas la gagner si on ne tient pas compte de la finitude de la planète, du fait qu'on n'en est qu'une, qu'en plus de ça, non seulement il y a des ressources qu'il faut partager parce qu'elles ne sont pas infinies, mais qu'en plus de ça, on est en train de lui porter atteinte. Donc comment on va faire? Et donc c'est ça qui a guidé vraiment tout mon engagement. Alors après, je peux vous dire d'autres choses. J'adore les spéculoos, par exemple, mais je crois que c'est pas... C'est votre côté Lille du Nord, du coup, j'imagine. Eh ouais, ou mon côté belge, je travaille au Parlement européen, je sais pas, va savoir. Passer de l'ombre à la lumière, de Bruxelles au matinal radio, du travail sur les dossiers au clash, au buzz, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Vous le vivez comment? Je le vis bien. Pour de vrai? Plutôt bien. Oui, mais vous savez, moi, je suis femme politique, mais je suis d'abord et avant tout une militante. Mon travail, c'est de porter des combats le plus haut possible. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'affaire du siècle. J'ai mis plusieurs années à construire, à réunir. On a été plusieurs à lancer l'affaire du siècle en même temps. On a atteint 2,5 millions de signatures en soutien. La citation
La pétition la plus passer signée de France. ce travail-là à une campagne, aux médias, à être ici, à faire des matinales. C'est un peu le même boulot. C'est pour ça que je vous raconte ça. C'est un peu le même boulot. Je suis arrivée au Parlement européen. Après, je me suis dit, je veux faire reconnaître l'écocide. Alors, c'est un terme un peu technique. Du coup, personne ne le connaissait. Mais la réalité, c'est que jusque maintenant, les crimes contre l'environnement les plus graves. Ce que c'est l'écocide. Donc, les crimes contre l'environnement les plus graves. Et jusqu'à maintenant, ils sont impunis. Voilà. Donc, c'est les plus graves atteintes à l'environnement, les grosses marées noires, les gros accidents industriels, etc. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de responsabilité pénale. Donc, je suis arrivée au Parlement déterminée à faire en sorte que cette impunité, elle cesse. Et donc, j'ai dû, pareil, aller construire des alliances, rassembler les citoyens. Donc, à la fin, pareil, il y avait des centaines de milliers de personnes avec moi. J'ai convaincu beaucoup de partenaires dans l'hémicycle. Et puis, ça y est, c'est fait. Depuis un mois, eh bien, le crime d'écocide est inscrit dans le droit européen. Et à partir de la transposition, donc dans 2 ans, ils seront impunis. Donc, une campagne, c'est pareil. En fait, on part de rien. Et puis, quand, comme moi, on a l'habitude de faire face à cette adversité, eh ben, on mène campagne, on va chercher des gens les uns après les autres, et on mène la bataille. On part de rien, on va regarder justement les intentions de vote. Est-ce que vous sentez la pression ? Vous êtes c'est le dernier sondage, vous êtes à 8%. Jadot a fait 13,4 en 2019. Vous sentez la pression ? Ah bah, je sens la pression, mais j'ai surtout... Le but, c'est de faire plus que lui. C'est de faire le meilleur score possible, Non, mais j'ai une grosse responsabilité. Alors, je disais, on part de rien. J'exagère, j'ai quand même un parti, une histoire politique derrière moi qui est importante. Vous parlez d'Yannick Jadot, entre autres. Il y en a d'autres. Donc, je pars pas de rien. On est déjà un collectif et il faut aller chercher les voix, les unes après les autres. L'élection, elle n'est pas jouée. Hein, les sondages... Mais après, là, il manque par exemple les 3% du PC. Mais si on s'amusait comme ça, on s'amuse à ajouter les voix, à additionner les 12% de Glucksmann, les 8% de Toussaint et les 7% de Aubry. On est à combien, Jean-Michel, qui compte bien? Je crois que ça fait 30 au total. Et les 3%, si j'ai bien calculé. Si tu rajoutes 3% du PC. Non, en les rajoutant. Ça nous fait 30 Vous avez eu une bonne note au bac, vous, en Non, maths. mais calcul mental, celui-là n'est quand même pas d'un grand niveau. Je le faisais exprès, je sais compter. Donc on arriverait à 30%. Ouais. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Donc la possibilité d'éventuellement dépasser le FN de Bardella. Est-ce que, quand on fait ce calcul-là, vous ne dites pas on est complètement à côté de la plaque? Non. Je me dis pas ça, mais vous savez, pour faire reculer le Rassemblement national. Et au-delà, je suis députée européenne, donc je vois bien ce qui se passe dans les autres pays. Et on a pareil des montées de l'extrême droite qui sont extrêmement fortes. Donc pour faire reculer le Rassemblement national, il faut un projet d'espoir. Un projet d'espoir qui soit susceptible de faire face à la colère et à la haine. Parce que Jordan Bardella, c'est quand même 3/4 de vent. La colère se traduit en vote populiste d'extrême droite. Oui, et Jordan Bardella, il est très illustratif de ça. C'est 3/4 de vent et 1/4 de haine. C'est 3/4 de vent avec des fariboles, des mensonges. On change d'avis comme de chemise. Le matin, on est contre les pesticides. Le soir, on vote contre, on vote pour. Enfin bon, voilà. Donc le Rassemblement national, c'est ça. Mais pour faire face à ça, il faut un projet d'espoir. Et un projet d'espoir, c'est un projet qui se préoccupe des gens qui se battent, par exemple, contre la grande pauvreté dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Un projet qui se préoccupe de l'avenir économique. Un projet qui dise, en fait, les libéraux, ils ont tenté de nous faire croire qu'il n'y avait qu'un seul chemin possible. Ouais, pourquoi vous n'alliez pas à gauche? Pourquoi vous n'alliez pas à gauche? Laissez-moi finir, parce que la question, c'était ce projet d'espoir-là, c'est aussi un projet qui prend soin de la nature. Qui prend soin de la nature et donc de la santé, et donc, in fine, de nous-mêmes. Et donc, c'est mon travail à moi, en l'occurrence, dans ces élections européennes. Nos Aubry et Glucksmann disent exactement la même chose. En tout cas, ma responsabilité à moi, c'est de défendre l'écologie. Et vous me pardonnerez de l'entendre moins dans leur bouche à eux. Voilà, donc ce ne sont pas mes adversaires, mais je l'entends moins dans leur bouche. Ma responsabilité à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de députés écologistes possible au Parlement européen, parce qu'il faut bien comprendre vraiment ce qui se joue. Et je veux vraiment l'expliquer, parce que parfois, on entend ça au hasard, au détour entre l'Ukraine et la boxe d'Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau européen, et depuis un peu plus d'1 an maintenant, du matin au soir et du soir au matin, sans coup férir, les droites sous influence de l'extrême droite portent atteinte, pas seulement aux législations du Pacte vert, mais déjà à celles qui existent de protection de la nature, de protection de la santé. On les voit se battre aux côtés des lobbies de la chimie pour maintenir les produits toxiques qui causent des allergies, des cancers, etc., etc. On les voit se battre parce qu'il faut défendre les intérêts des entreprises des fossiles malgré le dérèglement climatique. On les voit se battre pour défendre le glyphosate pour 10 ans. C'est ça qui se passe. Et donc le 9 juin, le choix, il est entre est-ce qu'on
arrête la transition et même est-ce qu'on recule en arrière ou est-ce qu'on continue, on accélère? C'est ce projet d'espoir dont je parle et ça peut ne se faire qu'avec des écologistes. Jean-Michel, tu nous parles de la faillite budgétaire. Oui, faillite budgétaire. Quand on est lecteur, Julien en a parlé tout à l'heure, il a cité Le Figaro, quand on est lecteur des journaux tous les matins, quand on voit ça sur Le Figaro, dette, déficit, vent de panique au sommet de l'État, on se dit quand même, vent de panique, c'est beaucoup. Et le titre est assez fondé. Des réunions ont été organisées dans l'urgence hier soir à l'Élysée. La première de ces réunions à 17h30 a réuni un aéropage autour d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Thomas Cazeneuve. Eux, c'est le budget. Béchu, c'est l'écologie. Et Catherine Vautrin était là, surtout au titre de ministre de la Santé. Puis après, il y a eu d'autres réunions derrière. Pourquoi? Parce que les chiffres, l'exercice comptable 2023, les chiffres vont être connus au début de la semaine prochaine. L'INSEE va les publier. Mais déjà, c'est une grosse mécanique à mettre en place. Mais déjà, les premières informations qui sont diffusées, c'est que les chiffres sont plus mauvais que ceux qui étaient prévus. Alors, on a du mal en France à rentrer dans les débats budgétaires. On va juste essayer de donner quelques éclaircissements. Le Parlement avait voté pour un déficit, c'est-à-dire des dépenses supérieures aux recettes de 4,9%. Ce sera plutôt 5,6. La marge, c'est 15 milliards d'euros. Donc, ça n'est quand même pas rien. Dans le détail, il y a 7 milliards d'euros de recettes qui manquent, les impôts, les taxes sont moins bien rentrés que ne l'espérait le gouvernement. Et par exemple, le déficit de la sécurité sociale, qui devait être minime, sera de 11 milliards. Et ceci a une conséquence pour l'Europe ou sur l'Europe. Nous prenons, nous Français, nous avons pris des engagements. Nous avons signé un traité, le traité de Maastricht, quand l'euro a été fait. Et donc, chaque partenaire européen doit être honnête dans ses prévisions budgétaires et dans ses réalisations budgétaires. L'euro, il n'y a pas d'harmonisation budgétaire, il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Donc chaque pays prend des engagements. Encore faut-il qu'il les respecte. Nous, en 20 ans, on ne les a jamais respectés. Nous sommes européens, mais chaque année, à nos partenaires européens, nous disons, allez vous faire voir. Les Hollandais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, même les Grecs aujourd'hui, sont beaucoup plus sérieux que nous. Et nous, on fait la leçon à tout le monde en Europe, mais on ne respecte rien. Et donc, des documents avaient été donnés à Bruxelles sur la trajectoire budgétaire. Le déficit en 2027 aurait dû être de 3%, c'est-à-dire conforme au traité de Maastricht, et l'équilibre budgétaire atteint en 2032. Tout ça, c'est à la poubelle. Tout ça, il faut revenir devant les autorités bruxelloises pour leur donner d'autres chiffres. Et franchement, personne ne va nous croire, parce que les déficits n'arrêtent pas de déraper. En France. Et c'est un problème de crédibilité européenne. Tout le monde s'en fout. Dans le débat européen, de toute façon, Maastricht, nous, on dit, on a signé. Hein. On dit, oh, bon, on ne respecte pas, c'est pas grave. Ça fait 20 ans qu'on ne respecte pas. Je me demande comment on peut vivre comme ça. Maintenant, il faut essayer d'apporter des réponses. Alors, il faut quoi? Augmenter les impôts? Baisser les dépenses? Le gouvernement n'en sait rien. Le vrai vent de panique, il est là. C'est que personne ne sait quoi faire, sauf à gauche. À gauche, ils ont la réponse formidable. C'est dommage que vous ne soyez pas au pouvoir. Abdassal a été dans... Bien sûr, je confirme, vous allez voir. Ce que nous allons voir là le confirme tout à fait. Abdassal a été voir les députés de gauche. Et ils ont la réponse. Résultat. Il faut les taper dans les poches des riches. Je taxe les surprofits, je taxe les plus riches. Est-ce qu'il faut que les plus riches partagent un peu plus leur fortune par un système fiscal plus redistributeur? Moi, je préfère ça. Le gouvernement ne s'occupe jamais de savoir qui pourrait mieux contribuer, les hauts revenus, les hauts patrimoines, les grandes entreprises. Jamais, voilà. Alors, heureusement qu'il y a des riches. Et la gauche a intérêt à entretenir les riches, parce que sinon, il n'y aura pas de solution. Il faut préserver les riches, puisque la seule solution, c'est les riches. Et plus sérieusement, si vous taxez les riches, vous faites un impôt sur la fortune, vous récupérez 2 à 3 milliards par an. Mais là, l'impasse, elle est de 20 à 30 milliards par an. La Cour des comptes dit qu'il faudrait économiser, d'une manière ou d'une autre, ou alors augmenter les recettes, 50 milliards d'euros par an. Donc, taxer les riches, mais ça n'est qu'un tout petit bout de la réponse. Et surtout, entretenez les riches, parce que sinon, vous n'avez pas de réponse. Marie Toussaint, droit de réponse. On est d'accord que c'est qu'un petit bout de la réponse. Après, moi, j'entends ce que vous dites, mais alors, le sujet, il est où? Oui, on a des règles que la France ne cesse de bafouer. D'abord, ce n'est pas que sur la question budgétaire. Hein, mais parlons du budget. Mais sur la question du climat, sur la question des énergies renouvelables, sur la question des législations sur l'eau. Nous sommes de mauvais Européens. Nous sommes de très mauvais Européens dans tout ce qui revient à protéger la santé et la nature. Donc, je veux quand même le dire aussi, et il y a des dettes
avec lesquelles on peut s'arranger, notamment les dettes budgétaires, et puis d'autres avec lesquelles on ne peut pas. La dette écologique, en l'occurrence, on ne peut pas la régler. Bon, maintenant que j'ai dit ça, il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'investissements conséquents dans la transition écologique. Et ce n'est pas seulement la gauche qui le dit. Ah oui, mais là, vous ne répondez pas du tout à la question. Mais c'est aussi Olivier Blanchard. On prend des engagements, les autres les respectent et pas nous. Je vais vous répondre. Alors, c'est plus compliqué que ça quand même. Vous avez parlé de l'Italie, de la Grèce, tout ça, c'est plus compliqué. Mais Olivier Blanchard lui-même dit on ne peut pas tenir ces engagements-là sous peine de se rendre incapable d'investir dans la transition écologique. Et donc, c'est là où je vous réponds, c'est qu'en fait, de toute manière, même si vous n'êtes pas content contre les députés de gauche qui ont été interrogés, de toute manière, cet argent, il va falloir le trouver. Il va falloir le trouver. Et donc, il faut à la fois permettre aux États de s'endetter quand la dette est bonne. Quand la dette est bonne, quand elle sert des objectifs de transition écologique et de justice sociale. Il faut trouver d'autres manières. Vous voyez, un ISF au niveau européen, nous sommes les seuls à y avoir travaillé, ça permettrait de ramener jusqu'à 270 milliards par an. Seulement quand on taxe les 0,5% les plus riches. Eh bien, ces 260 milliards, ça correspond à peu près à ce qu'il faut comme investissement supplémentaire pour la transition écologique. Donc il faut les trouver, les solutions. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pas ça le sujet, mais il y en a beaucoup. Et par contre, ces critères, en fait, quand les critères ils sont pas bons, il ne faut pas nécessairement les respecter. Il faut essayer de trouver autrement. Par contre, là où vous avez raison, c'est quand on s'engage auprès de ces partenaires européens, il faut plutôt essayer de tenir la ligne. On marque une pause, Marie. Merci de regarder Quotidien, tour de piste des têtes de liste aux élections européennes. Ce soir, on est avec l'écologiste Marie Toussaint. Ça fait quoi d'avoir votre tête affichée dans les rues de Paris ? Écoutez, je vous l'ai dit, c'est une responsabilité. Donc, moi, oui, non, mais ça fait quoi quand on se balade dans la rue et qu'on voit son visage c'est pas comme tant ça. Les affiches, c'est vraiment les tracts. Parce que j'avais l'habitude de tracter en disant votez Jadot, vous voyez. Et là, c'est vous. Et là, je dis votez. Votez tout ça. Ouais, voilà. Votez moi, votez. Enfin, voilà. On va voir ça dans le 20h15 Express. Vous pouvez y réagir d'ailleurs. C'est Paul Gass. Nier. C'est le sujet qui vous passionne, qui vous exaspère et qui vous isole un peu, l'énergie nucléaire. Pour vous, les écolos, c'est un totem. Vous rêvez d'une planète sans centrale nucléaire. Et pendant ce temps, dans le reste du monde, il y a un retour en grâce de cette énergie nucléaire. La preuve, ce matin, se tenait le premier sommet pour promouvoir l'atome. La France s'était réunie autour de la grande famille nucléaire, dont vous n'êtes pas, Marie Toussaint. Paul Moisson, Héloïse Grégoire et Théo Palfrey y sont allés. C'était ce matin au pied de l'Atomium à Bruxelles. Un sommet sur l'énergie atomique, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous parlez français? Comment vous avez fait pour monter là? Non. Bon, le message est clair. Oui, le message est clair. Pour ce militant de Greenpeace, le nucléaire est un conte de fées, fairy tale. Une trentaine de chefs d'État sont attendus et comme pour tout grand sommet, on commence par une photo de classe. Au premier rang, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ici, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Là, le Premier ministre néerlandais. Tout le monde est là, sauf un, Emmanuel Macron, qui évidemment était à la bourre. Alors en l'attendant, Paul a parlé de lui aux autres invités. Pour moi, l'énergie nucléaire est aussi importante pour la France que l'Arc de Triomphe l'est pour Paris. Rien que ça, qu'en pense Viktor Orban, le populiste et autoritaire Premier ministre de Hongrie? Le nucléaire français, c'est un succès, mais vous savez, le modèle pour les Hongrois, c'est la Hongrie. L'un des acteurs les plus importants de ce sommet, c'est lui, le directeur de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui s'inquiètent du nucléaire, qui disent c'est dangereux pour l'environnement, c'est dangereux pour la santé, pour la sécurité? Ça, c'est des approches complètement dépassées. Ce sont des approches plutôt idéologiques. Les écologistes européens sont dépassés. Les écologistes européens sont de plus en plus pro-nucléaire. Marie Toussaint, avant de vous laisser répondre, Paul a pu interroger le président de la République, qui est finalement arrivé avec 1 heure de retard. Est-ce que la France doit être fière de son modèle nucléaire? Oui. Est-ce qu'on ne serait pas plus fier d'un modèle 100% renouvelable? Non, parce qu'un modèle 100% renouvelable n'est pas pilotable. Le nucléaire, c'est une énergie qui est à la fois bas carbone et qui est pilotable. Alors il faut continuer de faire monter chez nous les énergies renouvelables, on n'en a pas assez, c'est ce qu'on fait, et c'est toute la stratégie qui est la nôtre. Mais on a aussi une force qui est le nucléaire, qui nous préserve aujourd'hui de beaucoup de fragilité. Le tout nucléaire n'est pas bon, le tout renouvelable n'est pas bon non plus. Certains écologistes européens ont changé d'avis sur le nucléaire, pourquoi pas vous?
Alors les écologistes européens n'ont pas spécialement changé d'avis. Alors je Certains, sais, les Finlandais par exemple. Mais les Finlandais, ils ont toujours été, on va dire, anti-nucléaire, mais à s'accommoder avec le nucléaire qui était chez eux. Bon, c'est la pub qu'essaye de faire le monsieur qui est censé promouvoir l'énergie nucléaire dans le monde. Donc, bon, vous pouvez le croire ou pas, ou me croire moi, écologiste engagé. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais là, on voit bien, il y a une sortie des grands chefs d'État. Vous avez vu, c'était quand même beaucoup de monsieur. Hein, mais comme aux réunions d'Emmanuel Macron sur le déficit budgétaire. Donc, on a tous ces messieurs voilà, qui viennent dire c'est moi le plus fort. Donc, Viktor Orban qui dit c'est moi le plus fort depuis la Hongrie. Emmanuel Macron, c'est moi le plus fort depuis la France. Bon, moi je vais vous dire, la question des déchets nucléaires, c'est une vraie question. On est en train de se battre contre les microplastiques parce qu'ils polluent à longue durée, de se battre contre les PFAS parce que ce sont des polluants éternels. Donc pourquoi ne pas se battre contre les déchets nucléaires ? Et on a une urgence de décarboner notre économie d'ici 2050. Mais c'est une source d'énergie très bas carbone. Ça allait être mon deuxième point. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en capacité de tenir les objectifs fixés par l'accord de Paris ou pas ? Parce que ce sont des millions de vies qui en dépendent derrière. Et donc, est-ce qu'on peut se mettre dans cette capacité-là ? Ça voudrait dire qu'on accélère considérablement d'ici 2030, qu'on atteigne au niveau européen moins 95% d'émissions dès 2040. Quand Emmanuel Macron nous dit au plus tôt, je peux avoir fait la première centrale, pas les autres, la première centrale en 2037, si les délais sont tenus. On voit bien que ça ne permet pas de répondre à l'enjeu climatique qui est celui de 2040. Donc la seule manière dont on peut tenir les délais, c'est par les renouvelables. Voilà, ça c'est une réalité qui est à la fois scientifique, qui est une réalité d'ingénieur. Moi je ne suis pas scientifique, je suis juriste, mais du coup j'aime bien la précision. La précision, c'est qu'on peut sauver le climat qu'en allant à 100% vers la renouvelable. On vous retrouve sur le terrain. Oui, on a pu vous suivre en campagne. C'était hier à Douai, une campagne à bas bruit, en petit comité avec une équipe qu'on a sentie un peu boy scout, en construction. Omeya Gessoum, Adrien Hacco et Clément Duché vous ont retrouvé à la gare. Vous étiez accompagné de votre poulain, Amine Kessassi, que vous briefez dans le train. L'enjeu, là, si ça s'appelle marche de la dignité, il faut le mettre tout de suite. Tu vois, marche 2 ou pour ? Marche pour la dignité. Marche pour, c'est bien. Amine a 20 ans, il vient des quartiers nord de Marseille, il est 10e sur votre liste. Depuis le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille mardi, il fait la tournée des matinales. C'est lui que vous envoyez en première ligne pour vous ramener des voix. Vas-y Amine. Vous allez bien ? Je m'appelle Amine, je viens de Marseille. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et vous ? Comment ? Alex. Moi tu peux me tutoyer. C'est nous, on doit se battre. Personne ne doit se battre à notre place et personne ne le fera. D'accord. Voilà. Donc vous dites à vos parents, le 9 juin, il faut aller voter. Nous sommes à 2 mois et demi des européennes et pourtant, votre liste n'est pas encore complète. On a remarqué 7 dames en plein travail. Ah, c'est votre signature officielle pour rejoindre la liste ? Exactement. Sur une petite voiture. Une voiture d'autopartage. Mais Marie Toussaint, c'est bien vous qui êtes en campagne. Pour ça, votre stratégie, c'est le terrain. Vous rencontrez donc Thomas, maraîcher bio. Donc là, en fait, on a beaucoup de verdure au moment. Et ça sent le vert d'ailleurs. Oui, ça sent hyper fort. C'est du mesclin, des épinards, des salades. Ce déplacement, il faut le faire connaître. Pour vos réseaux sociaux, votre équipe filme et photographie toutes vos interactions. Faut qu'on regarde qui ? Est-ce qu'elle sera postée sur vos réseaux sociaux ? Parce que je vous ai vu sur TikTok. Vous avez cette photo. Ouais. C'est assez récent. Bah oui, ça fait 7 jours. 187 followers. C'est bon, hein ? Ça fait 7 jours. Et Jordan Bardella en a 1 million. Ah oui, mais lui, ça fait longtemps qu'il y travaille. Pourquoi ça prend pas les TikTok ? Pourquoi mes TikTok ça prend pas ? Bah, ça fait 7 jours, vous allez me laisser le temps, oui. Vous êtes mise à TikTok il y a 1 semaine seulement. Ouais. Vous n'êtes pas trop à la bourre ? Bah, un peu, c'est vrai. Bah, après, j'ai fait d'autres choses. Hein. J'ai bossé au Parlement, par exemple, ce que n'a pas fait Jordan Bardella. Oui, mais la campagne, ça passe beaucoup par... La campagne, je l'amène. Mais là, vous dites, c'est des nouveaux candidats. Vous avez vu sur le petit reportage, Mélissa Camara, qui est 3e de liste, Majdoul Sbaï, qui est 5e de liste. Elles ont été désignées en juillet. Hein. Donc, notre liste, elle est bien, elle est faite. On est toutes et tous en campagne sur le terrain, effectivement. Et c'est vrai que moi, je veux faire une campagne qui soit beaucoup une campagne à l'écoute. Et je trouve qu'on a beaucoup... Vous dites sensible. Bien une sûr, campagne sensible. C'est quoi une campagne sensible ? C'est une campagne qui est à la fois à l'écoute des citoyennes et des citoyens, qui
parle de rationnel, de science, je vous parle de science depuis tout à l'heure, mais qui sache aussi s'adresser aux sensibilités, à l'amour de la nature, à l'amour de la lecture, à la culture, voilà tout ça. Donc cette campagne-là, on l'amène effectivement sur le terrain et c'est vrai qu'on sent dans la défiance de la politique, je pense qu'il y a aussi une espèce de ras-le-bol de ces discours qui viennent d'en haut, qui vont vers en bas, où on vous dit ce que vous devez penser absolument, ce que vous ne devez pas penser, si vous avez raison, pas raison, et puis avec tout ça saupoudré d'un peu de mépris social. Je reviens sur Emmanuel Macron qui disait il y a des gens qui ne sont rien. Bon voilà, donc on a la tête de l'État qui dit qu'en fait, parmi ses administrés, parmi ses sujets même, il y a des gens qui ne sont rien. Voilà, donc nous ce qu'on voulait c'était renverser un peu le processus et se dire on va partir à l'écoute des gens, recenser tout ça et essayer de porter leurs préoccupations dans la campagne, mais aussi au Parlement européen une fois qu'on y est, quoi, voilà. On retrouve vos copains de la France Insoumise. Oui, vos copains. C'est ironique, parce qu'on a connu une période plus chaleureuse entre vous et LFI. C'est pas la folie en ce moment. Pour se rendre compte, on va vous montrer une image qu'on a filmée en août dernier. La France Insoumise vous avait invité à ses universités d'été. Vous aviez pris la parole dans un amphi. Nous, on avait orienté notre caméra vers le public qui vous avait accueilli sur scène dans l'amour, le partage et la bienveillance. Je vous invite vraiment à considérer la question comme une force politique. On n'est pas là pour faire des câlins et des bisous, La désilence, c'est dégueulasse. La désilence, c'est dégueulasse. Ce que LFI vous reproche, c'est de faire bande à part pour les européennes, de ne pas se ranger derrière leur étendard, de refuser toute liste commune. Samedi dernier, on était au meeting de lancement de la campagne de Manon Aubry. On a parlé de vous au LFI. Regardez. Le plus court, c'était de se regrouper, de se rassembler. On avait d'ailleurs proposé à Marie Toussaint de prendre la tête de cette liste commune. Bon, Elle vous a dit non. Elle l'a refusé. Personnellement, je le regrette et je continue à le regretter. Elle nous a dit c'est un piège, mais j'aimerais bien savoir en quoi ça pourrait être un piège. J'ai vraiment pas compris. Quand on se prétend écologiste, on sait qu'on n'a pas le temps. Moi, ma génération, elle n'a pas le temps de la division. Si jamais on est tous rassemblés, on gagne. Donc Marie Toussaint, j'aimerais qu'elle porte l'unité et qu'elle nous permette de faire gagner la gauche pour qu'enfin on agisse sur le dérèglement climatique. Elle vous trouve un peu trop radical. Si jamais vous êtes écolo et pas radical, on va pas aller loin. On change pas les choses en y allant tout doucement. Non, on y a besoin d'aller franchement. Donc, Marie, s'il te plaît, on n'a pas le temps. Vous voyez, vous adore. Ah Louis Boyard, oui, on a des combats communs menés contre l'amiante notamment. Donc oui, on se connaît bien. Après, vous m'appropriez et les équipes de quotidien et la France Insoumise, mais c'est plus surprenant des équipes de quotidien, des propos que j'ai pas tenus. Donc voilà, j'ai jamais dit que la France Insoumise était trop radicale. Mais du coup, c'est quoi votre question? Votre réaction à ce qu'ils vous disent? Ma réaction, vous voyez bien. Enfin bon, ils ont appelé à l'union, c'est vrai. Ils ont dit Marie, tu peux prendre la tête de liste. Je suis allée les voir à leur journée d'été. Ils sont plus radicaux que vous? Je suis allée les voir à leur journée d'été. Vous n'avez pas filmé le début, vous avez filmé le milieu du meeting. Mais ils m'ont hué dès le début, dès que je suis rentrée sur scène. Bon, donc l'envie d'union, voilà, on peut interroger sa sincérité. Moi, je vous l'ai dit, je suis censée défendre l'écologie, le climat, c'est ce que j'essaye de faire de toutes mes forces. Voilà. Si vous défendez la douceur, vous n'êtes pas prêt à travailler avec Mélenchon. Moi, quand je regarde aujourd'hui où en est l'état de la gauche, bon, moi j'entends la France Insoumise, ils ont fait gros progrès sur l'écologie, sauf que... Et sur la radicalité, ils ne sont pas plus radicaux que vous? Non, je ne crois pas. Sur l'écologie, vous savez, nous, on porte le modèle qui est le plus différent du modèle actuel de tous les autres partis politiques. Mais attendez, non, mais je vais développer. Laissez-moi développer. Sur l'international. Mais justement, je vous dis, la France Insoumise, régulièrement, ils nous disent, mais en fait, il faut moins d'Europe. Si on veut agir, il faut moins d'Europe. Mais enfin, pour sauver le climat, les mers, les océans, la biodiversité, il faut agir à la bonne échelle. L'échelle, elle est européenne. Donc moi, voilà, je dis, mais il faut plus d'écologie et plus d'Europe. Vous êtes choqué par la position de la France Insoumise sur l'Ukraine? Gaza? Sur l'Ukraine. Non, sur Gaza. Bon, j'avais plutôt Gaza en tête. D'accord. Ça vous choque comme position? Je ne veux pas éluder votre question. Donc vous la gardez. Je veux finir sur ce que j'étais en train de dire avant, puis vous la gardez si on a le temps. Mais on n'a pas le temps, donc je ne la garde pas. Je vous la rends, allez-y. On la traite. Alors la position de LFI sur Gaza? Non, mais je voulais dire, du côté du reste de la gauche, donc du côté des socialistes, on nous parle beaucoup d'Europe, et c'est vrai, il y a une position pro-européenne. Mais par contre, sur l'écologie, on a encore, là aussi, des divergences importantes. Et quand au niveau européen, ils votent pour le pacte de stabilité budgétaire, dont on a parlé tout à l'heure, qui votent, qui s'opposent pas, ou pas aussi fortement que nous en tout cas, aux pesticides, au glyphosate, qui votent pour une PAC qui est à la fois injuste et pas verte, eh bien on voit bien qu'on a beaucoup de divergences, et sur le terrain aussi, la 69 avec Carole Delga, les puits de pétrole avec Alain Rousset, la pêche industrielle en Bretagne. Donc voilà, ces divergences, elles existent, ça justifie
qu'on y aille et qu'on avance et qu'on porte notre projet. Voilà. Bon, du coup, on répond à la question sur Gaza, sur l'Ukraine quand on revient tout de suite. Avec la tête de liste, les écologistes pour les élections européennes. Vous la connaissez peu, mais vous la connaissez mieux depuis 19h45. Elle s'appelle Marie Toussaint. Donc on en est resté sur la question qui était à la fois de Jean-Michel et de moi sur l'international, l'Ukraine et Gaza. Les insoumis ont choisi une voie à part, Ukraine par exemple. Est-ce qu'il faut négocier avec Poutine ou faire la guerre à Poutine? Et sur Gaza, est-ce que les Israéliens devront négocier avec le Hamas? Alors, à laquelle je réponds? Aux deux. Les deux. Les deux d'un coup. Écoutez, nous, ce qu'on défend, et vous avez montré mon affiche, merci pour ça d'ailleurs, ce qu'on défend, c'est la paix. Alors, ça peut paraître un mot comme ça qui est utilisé voilà, par-ci, par-là, mais je vais commencer par l'Ukraine. Après, tout le monde est pour la paix. Hein. Mais oui. c'est ça, c'est un terme qui est utilisé par tout le monde. Nous, les écolos, on est un mouvement pacifiste depuis longtemps, ça nous est reconnu d'ailleurs. Hein. On veut tous la paix. Mais du coup, est-ce que pour avoir la paix, il faut négocier avec Poutine ou faire la guerre à Poutine? Écoutez, sur l'Ukraine, notre chemin de la paix, c'est ni le chemin des coups de menton des va-t-en-guerre, ni le chemin de la frilosité des pro-Poutine, voilà, qui soient d'ailleurs revendiqués, certains, M. Mariani par exemple, ou alors plutôt cachés. Et c'est vrai que face à un tel agresseur, comme Vladimir Poutine, dire « mais attendez, on va négocier, c'est pas grave, on va essayer de limiter les dégâts », en fait c'est céder. C'est céder. Et pour autant, quand personne ne nous demande d'envoyer des troupes sur place pour se battre, eh bien, essayer de menacer une puissance qui est par ailleurs une puissance nucléaire, militaire, etc., au prix de céder sur quelque chose que nous avons de très précieux, qui est l'unité européenne en matière géopolitique. Elle est précieuse, cette unité. On a mis du temps à la construire. Elle était là. Eh bien, quand j'entends Emmanuel Macron faire flancher cette solidarité européenne, je me dis, mais où on va? C'est quoi votre solution, du coup? Parce que moi, j'ai pas très bien compris. Ouais. Quand vous dites va-t-en-guerre, c'est Emmanuel Macron? Principalement, mais écoutez, pas moins que Poutine, quand même. Il y a des voilà. Donc il faut tenir face à Poutine. Et vous savez, nous, on nous traite souvent de naïfs, mais ça fait plus de 20 ans qu'on alerte sur le risque géopolitique que pose notre dépendance à la Russie de Vladimir Poutine. Sur les engrais, sur le gaz, sur le nucléaire, dans tout un tas de domaines, on s'est mis entre les mains de Vladimir Poutine. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment, ceux qui nous y ont placés, et on pense à Schröder ou à notre propre Premier ministre, M. Fillon, ceux qui nous ont placés là auront à répondre de leurs actes. Aujourd'hui, on donne encore 2 fois plus d'argent à Poutine pour l'achat de son gaz, et je ne parle que de son gaz, que nous ne donnons de l'argent à l'Ukraine. Et donc il faut absolument aider l'Ukraine, financièrement, militairement, et frapper la Russie au porte-monnaie. C'est ça que nous promouvons avec la volonté de soutenir toutes les initiatives de justice internationale qui permettront de nous amener vers la paix. Et sur Gaza, qui déchire la gauche, quel est votre point de vue? Écoutez, Gaza, depuis le 7 octobre, entre Israël et la Palestine, ça a été l'horreur. Il y a d'abord eu ces attaques terroristes du Hamas, des vies détruites, ravagées, des otages qui sont encore aujourd'hui entre les mains du Hamas. Et puis la réplique, là aussi terrible, de Benyamin Netanyahou sur Gaza. Et le fait est que malgré l'appel de la justice internationale en disant « attention, il y a un risque de génocide », il faut arrêter les bombardements sur les civils, sur les hôpitaux, sur les journalistes. On tue les journalistes aujourd'hui à Gaza. Les hommes, les femmes, les enfants. Là aussi, des milliers, des dizaines de milliers de vies ravagées. Quel est le point de vue des écologistes? Eh bien, Benyamin Netanyahou a poursuivi son action. Et donc oui, il faut tout faire pour l'en empêcher. On a aujourd'hui une famine constatée sur le terrain. Donc il faut l'en empêcher puisque Benyamin Netanyahou n'entend pas la justice internationale, n'entend pas les alertes. Il faut que la France, il faut que l'Europe pèse beaucoup plus lourd. Et donc il y a des tas de choses qu'on n'a pas faites dans la discussion avec Israël. Le condamner très fort, publiquement, comme on a condamné Poutine. Dire que, oui, en fait, il y a des accords qui engagent l'Union européenne avec Israël. Et donc si Benyamin Netanyahou continue dans cette voie, on peut les suspendre. On a aussi des relations gazières avec Israël. On s'apprête à dépenser des milliards d'euros pour financer un gazoduc dans les eaux disputées entre Israël et la Palestine. Je pense que tout ça, ce sont des leviers qu'on oublie d'activer aujourd'hui ou qu'on se refuse à activer aujourd'hui. Il faut le faire et il faut œuvrer pour un cessez-le-feu immédiat et durable, mais aussi pour une paix juste. Et on n'aura pas la sécurité sans la justice. Et on n'aura pas la paix sans la justice aussi. Et donc pour une paix juste et durable avec une solution à 2 États. On revient à l'écologie, Ambre. Oui, avec un thème qui est un enjeu d'écologie, mais aussi un enjeu politique, mais aussi un enjeu culturel, avec un débat artistique que je trouve passionnant. Ce thème, c'est l'éco-anxiété.
Marie Toussaint, évidemment, je ne vous apprends rien, mais petit rappel pour ceux qui ne sauraient pas, l'éco-anxiété, c'est un état de détresse psychologique qu'on peut ressentir face au dérèglement climatique et à ses conséquences sur le monde. Ça peut impacter le sommeil, l'alimentation, l'équilibre de vie et ça peut même ouvrir la porte à de la dépression ou à des symptômes de troubles mentaux plus graves. Le nombre d'éco-anxieux est en grande hausse partout dans le monde, en France, mais pas que. Ça concerne autant, les études le montrent, les vieux que les jeunes, que les enfants. Par exemple, ceux qui ont vu la série Big Little Lies se souviennent peut-être que la fille de Laura Dern finit à l'hôpital traumatisée par un cours à l'école sur le réchauffement climatique. Ça va être un des enjeux des années à venir. Alors figurez-vous qu'il y a un mois, le Sénat a organisé une table ronde sur le sujet. Une dizaine de sénateurs de différents bords politiques ont interrogé 4 psychologues ou chercheurs spécialistes de l'éco-anxiété pour essayer de mieux comprendre ce que c'est. Ils ont abordé plein de thèmes, posé plein de questions, parmi lesquelles celle-ci. Est-ce que l'éco-anxiété rend les gens plus écolos ? 2 écoles. D'un côté, l'angoisse peut donner le besoin d'agir, d'alerter, de sensibiliser, de s'engager. La peur peut être un énorme moteur, et c'est d'ailleurs exactement ce que disait Greta Thunberg en 2019 aux dirigeants mondiaux au forum de Davos. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Voilà, l'espoir, c'est surfait, la peur, au moins, ça motive. Mais de l'autre côté, l'anxiété peut aussi nous paralyser complètement. On ne devient pas plus écolo, on devient juste encore plus passif et tétanisé parce qu'on a l'impression que tout est déjà trop tard. Et dans ce débat avec les sénateurs, les psychologues ont pointé du doigt là-dessus la responsabilité des médias. Parce qu'à la fois, les médias ne parlent pas du tout assez du climat, mais quand ils le font en utilisant des mots extrêmement alarmants, avec des images fortes, des cartes météo rouges vifs, des images de catastrophes climatiques extrêmement graphiques qui peuvent être traumatisantes et complètement ankylosantes pour les éco-anxieux. Donc ce débat-là, il concerne aussi le monde de la culture, pour convaincre, pour faire adhérer les gens à une cause, en l'occurrence l'écologie, mais ça marche, le débat est le même pour toutes les autres causes sociales. Est-ce qu'il est plus efficace de dramatiser ou de dédramatiser ? Ces dernières années, l'écologie au cinéma, ça a beaucoup été des films apocalyptiques, ce qu'on appelle la climate fiction, des mondes dévastés, effrayants, pour faire peur sur les conséquences du dérèglement climatique. Mais il y en a qui disent qu'à l'inverse, ce qu'il faudrait, c'est faire des films positifs sur l'écologie, faire des comédies romantiques sur l'écologie, des sitcoms marrantes. Par exemple, à l'extrême inverse des mondes post-apocalyptiques qu'on vient de voir, il y a de plus en plus d'œuvres culturelles qui se revendiquent du solar punk ou du hope punk, des cyberpunks écolos et positifs qui inventent des incroyables villes futuristes végétalisées, comme l'architecte et artiste Luc Schuiten ici. Il y a même un jeu vidéo solar punk qui se prépare. Bon alors, ça fait plus Animal Crossing que cyberpunk, mais ça peut être ça aussi, le rôle de la culture pour aider l'écologie, donner à voir des futurs qui donnent envie, qui donnent de l'espoir. D'accord. Et t'as pas de livre? Non, t'as pas. Mais Solarpunk, allez googler, c'est trop beau. Ok, d'accord. Merci, Ambre. Vous connaissiez tout ce qu'elle a dit? Alors, je connaissais Schuiten, pas le dernier, là, pas Solarpunk, ouais. Hope Punk aussi. Hope Punk. Vous restez encore un peu avec nous.